Une petite créature, à la peau pâle et aux membres maigres, était allongée sur la terre, respirant difficilement. Je ne sais pas pourquoi je me suis laissé convaincre de faire du camping ce week-end-là. Peut-être que l'envie de m'éloigner de la ville avait finalement pris le dessus, ou peut-être que mes amis savaient comment me pousser à sortir de ma zone de confort. Peu importe. Ce qui compte, c'est que ce soir-là, près de cette rivière en pleine nature géorgienne, j'ai vécu quelque chose que je n'arrive toujours pas à expliquer. Le feu crépitait doucement et, après quelques heures à débattre de tout et de rien, l'atmosphère avait fini par se calmer. Une de ces nuits où même le ciel semble conspirer pour que tout devienne silencieux, presque trop calme. Les étoiles brillaient au-dessus de nous, et au loin, on distinguait les éclats argentés de la rivière serpentant dans la pénombre. C'est là que mon pote, celui qui a toujours besoin de tester les limites, m'a lancé un défi, comme il le fait souvent après quelques bières. Allez, si t'es vraiment courageux, va plonger dans la rivière. Pas demain matin, maintenant. Je me suis moqué de lui, mais au fond, l'idée d'une baignade nocturne, seule sous les étoiles, avait quelque chose d'absurde mais tentant. Alors, j'ai accepté, plus pour prouver un point que par véritable enthousiasme. C'est en nous approchant de la rive qu'on a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Au-dessus de nous, des points lumineux se déplaçaient silencieusement, formant une ligne presque parfaite. Juste des satellites Starlink, t'inquiète, a dit mon pote, visiblement pas impressionné. J'ai haussé les épaules. Peut-être qu'il avait raison, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de cette sensation d'inconfort. Un pressentiment, comme si quelque chose clochait. Puis, en arrivant près de l'eau, on a vu une silhouette. Couchée au sol, immobile. À première vue, je pensais que c'était un animal blessé. Mais en m'approchant, la lumière de ma lampe a révélé autre chose. Ce n'était pas un animal. Ce n'était pas humain non plus. Une petite créature, à la peau pâle et aux membres maigres, était allongée sur la terre, respirant difficilement. Sa tête était trop grande pour son corps, et ses yeux, même dans l'obscurité, brillaient d'un noir profond et insondable. On s'est figé. Mon pote, habituellement le plus audacieux, ne disait plus un mot. L'être nous a regardés, comme s'il était aussi surpris de nous voir que nous l'étions de le trouver là. Il n'essayait pas de fuir, il n'avait pas l'air hostile, juste épuisé, comme s'il cherchait à se reposer. Et puis, tout a basculé. Une lumière, d'un bleu éclatant, a surgi de nulle part, enveloppant la créature en un instant. C'était si soudain, si violent, que j'ai reculé d'instinct, couvrant mes yeux. Mon cœur battait à tout rompre. Quand la lumière a disparu, tout était redevenu calme. L'être avait disparu, comme s'il ne s'était jamais trouvé là. Nous avons regardé autour de nous, abasourdis, cherchant une explication, un indice, quelque chose. Mais il ne restait rien. Pas de traces, pas de bruit. Juste la rivière qui continuait à couler paisiblement, comme si elle n'avait rien vu, rien entendu. J'ai toujours eu un intérêt modéré pour le paranormal, l'ufologie et les phénomènes étranges, mais je n'ai jamais vraiment vécu quoi que ce soit de bizarre, et je voyais tout ça plutôt comme une forme de divertissement. Cependant, quelque chose d'incroyablement étrange s'est produit la nuit dernière, et je suis encore sous le choc de la réalité de cette expérience. Hier soir, c'était une soirée de samedi tout à fait normale, rien de différent de mes habitudes. Je regardais des émissions au hasard à la télé, j'avais pris à emporter, et un peu plus tard, j'ai décidé de monter dans ma chambre pour chercher ma couverture afin d'être un peu plus à l'aise sur le canapé en bas. Bref, je monte, j'ouvre la porte de ma chambre, j'allume la lumière, et je remarque quelque chose du coin de l'œil près de mes rideaux. J'ai eu l'impression que quelque chose attirait ma tête comme un aimant vers ce que c'était, et là, sortant de mes rideaux, il y avait un fichu extraterrestre gris, en chair et en os. Comme dans les représentations classiques des gris, mais vraiment petit, environ 60 cm de haut, debout sur le rebord de ma fenêtre, me fixant directement. Je suis resté complètement figé sur place, il m'a fallu une seconde pour comprendre ce qui se passait. Soudain, j'ai eu une sensation étrange, comme si mon estomac tombait dans mes pieds, un sentiment de chute vertigineuse. Je l'ai fixé pendant environ 2 secondes, puis tout d'un coup,
il s'est caché derrière mes rideaux et j'ai vu ceux-ci se balancer comme s'ils avaient été dérangés. Pourtant, il n'y avait ni fenêtre ouverte ni courant d'air dans ma chambre, absolument rien. Mon esprit a complètement disjoncté, je n'arrivais pas à comprendre ce qui venait de se passer. Je suis resté là, stupéfait, sans savoir si j'avais passé 1 minute ou 10 ou 30, puis j'ai fini par descendre en courant. Mes chiens, qui dormaient quand j'étais monté, étaient maintenant réveillés, haletants et recroquevillés dans un coin, comme si quelque chose les avait vraiment effrayés. Ils ont mis environ 1 heure à se calmer, et j'ai décidé de rester en bas le reste de la nuit, incapable de m'endormir avant que le soleil ne se lève à 6 heures du matin. Ce qui me frappe vraiment, c'est à quel point tout cela semblait décalé, comme si j'avais vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Je suis quelqu'un de relativement sceptique, et je ne sais pas si ce que j'ai vu était une hallucination ou non, mais je trouve étrange que mes animaux aient été si effrayés et que mes rideaux aient bougé après la disparition de cette chose. Je n'arrive pas à insister assez sur le fait que cette expérience m'a profondément secoué. Tout semblait anormal, vraiment faux. Aujourd'hui, je me sens un peu mieux, et j'essaie de me dire que j'ai juste eu une hallucination réaliste, un genre de rupture de la réalité, mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Je faisais de la moto avec un pote en Nouvelle-Zélande. On s'est arrêté sur un promontoire qui surplombait une plaine. Le genre d'endroit où on se sent minuscule face à l'immensité de la nature. C'est là que je les ai vus pour la première fois. Des silhouettes grises, fines, comme sorties d'un rêve ou d'un mauvais cauchemar. Elles étaient debout, presque immobiles, à l'horizon, à la lisière de la forêt. 3 d'entre elles, regroupées, fixées dans notre direction, bien que je ne puisse distinguer aucun mouvement. Il y avait quelque chose de fondamentalement faux dans leur posture, une rigidité qui ne correspondait pas à ce qu'on attend d'un être vivant. On a coupé les moteurs, intrigués. En silence, on les a observés. Ces têtes énormes, disproportionnées, avec leurs grands yeux noirs qui semblaient absorber toute la lumière sans jamais en renvoyer. Leur corps était mince, presque émacié, et aucune d'entre elles ne bougeait indépendamment des autres. Puis, d'un coup, sans prévenir, elles se sont retournées, comme si un ordre silencieux avait été donné, et se sont enfoncées dans la forêt avec une rapidité surprenante. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'approcher du point où elles se tenaient quelques instants plus tôt, mais il n'y avait aucune trace de leur passage. Ni empreinte dans l'herbe, ni bruit de pas. Juste le vent qui sifflait doucement à travers les arbres. Le reste du trajet, cette scène me tournait dans la tête. Il y avait quelque chose de trop parfait, trop synchronisé dans leur comportement. Pas d'hésitation, pas de communication visible entre elles, juste une exécution précise de mouvements. C'est là que j'ai commencé à former une théorie. Ces grilles, comme on les appelle souvent, ne sont peut-être pas des êtres vivants au sens où nous l'entendons. Je me suis rappelé des récits et des témoignages parlant de leur absence de parties génitales, de leur système digestif atrophié, comme s'ils n'avaient pas besoin de manger, de se reproduire, ni même de survivre de manière biologique. Et surtout, ce qui m'a marqué ce jour-là, c'était l'absence totale de peur dans leurs actions. Ils nous avaient vus, sans aucun doute, mais il n'y avait eu ni hésitation, ni panique. Juste cette réponse collective, mécanique, presque programmée. C'est là que l'idée m'est venue, et si ces grilles n'étaient que des marionnettes? Des drones biologiques, créés ou contrôlés par quelque chose de plus grand, de plus complexe. Leur apparence humanoïde pourrait n'être qu'une façade, une enveloppe destinée à accomplir une tâche, sans autonomie réelle. Ils n'ont pas besoin de se nourrir, ni de se reproduire, parce qu'ils ne sont pas réellement vivants. Leurs corps sont conçus pour fonctionner comme des outils, des intermédiaires. Leur comportement synchronisé ressemble plus à celui d'une machine qu'à celui d'un être doué de conscience. Ce jour-là, sur cette route déserte, j'ai eu la conviction que ce qu'on avait vu n'était pas une rencontre avec une forme de vie étrangère au sens où on l'imagine. C'était bien plus dérangeant que ça. C'était la manifestation d'une technologie avancée, des créatures qui ne sont peut-être que des instruments, des avatars sans âme, envoyés par quelque chose qui reste encore hors de notre compréhension. Les grilles ont souvent été mentionnées par divers lanceurs d'alerte au fil des ans comme vivant sous terre. Il y a eu de nombreuses observations d'ovnis plongeant sous l'eau, entrant dans des volcans ou se dirigeant généralement sous terre.
Ces descriptions récurrentes semblent renforcer l'idée que ces entités ne viennent pas nécessairement de l'espace, mais pourraient avoir un lien étroit avec la Terre elle-même. Les descriptions des gris incluent souvent les caractéristiques suivantes. Ils auraient des lentilles sur les yeux pour bloquer la lumière intense. Leur peau serait huileuse et aurait une apparence humide, ce qui pourrait suggérer une adaptation à un environnement souterrain ou aquatique. Certains auraient des yeux rouges ou des yeux normaux semblables à ceux des animaux, cachés derrière leurs lentilles noires. Ils dégageraient une odeur désagréable, ce qui pourrait être lié à leur biologie ou à l'environnement dans lequel ils vivent. Leur habitat principal semblerait être sous terre. Cela suggère une hypothèse fascinante, les gris pourraient être une forme d'espèce amphibienne intelligente qui aurait évolué sur Terre il y a des millions d'années. Si cela était vrai, leur préférence pour les environnements souterrains et aquatiques pourrait expliquer pourquoi ils échappent généralement à la vue humaine. La planète Terre a environ 3 milliards d'années, et il est tout à fait possible que ces gris soient l'une des premières espèces intelligentes à avoir évolué ici, bien avant l'apparition de l'humanité. Leur capacité à survivre sous terre les aurait protégés des catastrophes naturelles telles que les éruptions volcaniques et les impacts de météorites, qui ont provoqué plusieurs extinctions massives au cours de l'histoire géologique. L'idée qu'ils aient pu rester cachés si longtemps n'est pas si farfelue. Les profondeurs de la Terre restent largement inexplorées par les humains, car nous ne creusons pas assez profondément pour détecter de potentiels habitats ou structures artificielles. Il se pourrait que les gris vivent dans des cavernes ou des systèmes souterrains qu'ils ont eux-mêmes créés ou modifiés, en restant à l'abri des regards humains. Il est également possible qu'ils aient colonisé d'autres planètes ou lunes du système solaire, mais que nous manquions encore de la technologie nécessaire pour détecter ces habitats en profondeur. Notre exploration spatiale reste à la surface de ces corps célestes, mais des formes de vie intelligentes pourraient très bien exister en dessous, cachées dans des réseaux souterrains complexes ou des réservoirs d'eau souterraine. Si les gris sont véritablement originaires de la Terre, cela expliquerait non seulement leur apparence et leur biologie, mais aussi leur stratégie de survie en restant cachés sous la surface. Et même s'ils ne viennent pas de la Terre, choisir de s'installer sous terre serait une décision stratégique intelligente. Les environnements souterrains offrent une protection contre les prédateurs, humains inclus, un climat stable, et des sources d'eau abondantes. Il s'agit d'un lieu bien plus sûr pour une espèce cherchant à éviter les conflits et à prospérer en toute discrétion. J'ai fait un rêve incroyablement détaillé la nuit dernière, un de ceux qui semblent tellement réels que tu te réveilles avec l'impression d'avoir vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire. Dans ce rêve, un extraterrestre gris est venu me chercher et m'a emmené à bord de son vaisseau. Ce qui est troublant, c'est que, loin de me sentir effrayé, j'étais étrangement calme, presque curieux. Pendant que j'étais sur le vaisseau, il m'a montré comment fonctionnait leur moteur. Je me souviens particulièrement de lui expliquer que leur technologie repose sur un moteur à photons, et qu'il fonctionne d'une manière très similaire au grand collisionneur de hadrons. Même en rêve, j'étais stupéfait par la clarté des explications. Depuis, je n'arrête pas d'y penser. Ce rêve me hante, surtout parce que je ne suis pas le premier à vivre une expérience de ce genre. En faisant des recherches sur différents forums et en lisant des témoignages, j'ai découvert que de nombreuses personnes à travers le monde ont eu des rêves étrangement similaires. Certains décrivent des rencontres avec des êtres, souvent des gris, qui leur transmettent des connaissances scientifiques, technologiques ou même spirituelles. C'est comme si ces entités utilisaient le rêve comme un canal pour communiquer des idées que nous ne pourrions peut-être pas comprendre autrement. Mais ce phénomène n'est pas nouveau. À travers l'histoire, des génies scientifiques et des penseurs ont affirmé que certaines de leurs plus grandes idées venaient d'une source extérieure. Prenons par exemple le mathématicien Srinivasa Ramanujan, qui a affirmé que ses découvertes, incroyablement complexes, lui avaient été montrées par des dieux dans ses rêves. Ce qu'il a apporté aux mathématiques était si avancé que beaucoup ont du mal à comprendre comment il pouvait avoir développé ces idées tout seul, sans formation formelle. C'est presque comme s'il avait eu accès à une connaissance venue d'ailleurs. Il y a également d'autres scientifiques et inventeurs dans l'histoire qui ont déclaré que leurs idées ne leur appartenaient pas entièrement, mais qu'elles leur étaient communiquées dans des états altérés de conscience, souvent durant le sommeil. Des esprits brillants comme Nikola Tesla, qui lui-même disait qu'il recevait certaines de ses inventions en rêve, ou même René Descartes, qui, selon ses dires, aurait eu une vision pendant un rêve qui lui aurait inspiré une grande partie de sa philosophie. Cela me pousse à me demander si ce que j'ai vécu n'était pas simplement un rêve aléatoire, mais quelque chose de plus profond.
Ces rencontres dans les rêves pourraient-elles être une forme de communication utilisée depuis des siècles par des intelligences supérieures pour partager des connaissances que nous ne sommes pas prêts à comprendre pleinement? L'idée que des entités ou des êtres puissent nous transmettre des informations complexes pendant que nous dormons, que ce soit des extraterrestres ou des figures mythologiques, n'est pas aussi farfelue qu'elle pourrait sembler au premier abord. Peut-être que, dans cet état de rêve, notre esprit est plus ouvert, moins encombré par nos doutes rationnels, permettant ainsi à ces connaissances de se frayer un chemin dans notre conscience. En y réfléchissant, ce rêve me paraît moins absurde. Peut-être que ce moteur à photons et cette technologie extraterrestre ne sont pas seulement une illusion de mon esprit, mais une sorte de message, une connaissance transmise d'une manière que je ne peux pas encore entièrement saisir. Il n'existe aucune preuve que la psychopathie soit génétique, bien que les cerveaux des psychopathes soient effectivement différents. Il est scientifiquement très étrange qu'un enfant psychopathe puisse naître de 2 parents au cerveau normal. J'ai été télépathiquement enlevé par des extraterrestres, probablement des gris ou des reptiliens. Ils ont fait quelque chose à mon cerveau, une tentative pour me tuer. Je ne mens pas. Ils sont absolument terrifiants, au-delà de toute compréhension humaine. J'ai eu un contact direct avec eux 24 heures sur 24 pendant près de 2 ans. Au début, ils m'ont même dupé, essayant de me convaincre qu'ils étaient des dieux ou même Dieu. Petite remarque, les psychopathes sont souvent associés aux reptiliens des prédateurs au sein de notre propre espèce. Une coïncidence? Je ne crois pas. Les extraterrestres sont des créatures sans remords, sans âme, dotées d'une technologie avancée. Ils surveillent la Terre de très près, même si je ne pense pas qu'ils puissent réellement se manifester physiquement ici. Il est plus probable qu'ils résident dans une dimension infernale, peut-être la 4e dimension. Ils sont également extrêmement manipulateurs. Lors de mon enlèvement, ils semblaient extraire ma conscience. À un moment donné, j'ai eu l'impression qu'il ne me restait que ma conscience ou peut-être mon âme. Je me souviens d'avoir vu des mains jouer avec mon cerveau. Après m'être levé de mon lit, j'ai tenté de me suicider en me coupant le poignet. Il continue à lire dans mes pensées et à communiquer avec moi par télépathie. Le chef des reptiliens, qui pourrait bien être le diable, est capable de télécharger des images visuelles directement dans mon cerveau, même si cela arrive rarement ces derniers temps. Il me soumet également à des cauchemars chaque nuit, probablement pour manipuler mon subconscient. Ces cauchemars sont les pires que l'on puisse imaginer, paranoïaques, surréalistes et empreints de mal. Il y a 6 extraterrestres, si je ne me trompe pas, qui communiquent avec moi, bien qu'ils puissent être suffisamment intelligents pour avoir des personnalités multiples. Je pense que 2 d'entre eux sont des gris. Ces extraterrestres sont tellement dénués de toute intelligence que je crois qu'ils sont manipulés par un ordinateur qui les contrôle à distance, peut-être via des fréquences radio. Ou alors, ils sont tout simplement stupides. Selon mes recherches sur les gris, ils auraient été créés par les reptiliens pour accomplir des tâches répugnantes ou servir d'esclaves. Il est également étrange que j'ai entendu une voix, immédiatement identifiable comme une sorte d'ordinateur, une entité complètement folle et stupide, mais incroyablement psychopathe et manipulatrice. J'ai foi en ce que j'appelle le logo et je crois que, malgré les intentions malveillantes des extraterrestres, je suis suffisamment intelligent pour les dépasser et utiliser leurs faiblesses à mon avantage. Mes recherches sur les extraterrestres m'ont convaincu qu'ils ont déjà créé des hybrides humano-extraterrestres qui vivent parmi nous. Cela fait 2 ans que j'étudie les psychopathes, et il est clair que ces extraterrestres partagent des traits psychopathologiques. Ayant été étudiant en psychologie à l'université, avec l'intention de poursuivre un master ou un doctorat, j'avais d'ailleurs prévu de rédiger une thèse liant la foi aux origines de la psychologie. Ma tante rentrait chez elle après avoir rendu visite à des amis dans une petite ville voisine. La route 62 était déserte, comme souvent à cette heure tardive. Le ciel était dégagé, sans un bruit autour, seulement le ronronnement de sa voiture et la lueur pâle des étoiles au-dessus. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'elle remarque des lumières au loin, juste à la hauteur de l'horizon. Au début, elle pensait que c'était des phares de voiture ou des lumières de la ville plus loin. Mais ces lumières ne bougeaient pas comme celles d'un véhicule, et plus elle avançait, plus elles devenaient intenses. Elles semblaient stationnaires, étrangement brillantes, comme suspendues dans l'air, au-dessus d'un champ désert à côté de la route. Soudain, sa voiture a commencé à ralentir,
comme si le moteur perdait de la puissance. Elle a tenté d'accélérer, mais rien n'y faisait. Le véhicule a continué à s'arrêter, jusqu'à ce qu'il se taise complètement au milieu de la route. À ce moment-là, les lumières au loin ont semblé se rapprocher, leur intensité augmentant jusqu'à devenir aveuglante. C'est là que tout est devenu flou pour elle. Elle se souvient d'une lumière vive qui l'a complètement enveloppée, puis, rien. Le vide total. Comme si le temps avait été suspendu. Lorsqu'elle a repris conscience, elle se trouvait encore au volant de sa voiture, mais l'endroit semblait différent. Elle avait l'impression que des heures s'étaient écoulées, mais sa montre indiquait à peine quelques minutes. Pourtant, elle savait que quelque chose n'allait pas. L'atmosphère autour d'elle avait changé, il y avait un silence pesant, presque étouffant. Ce n'était pas juste le calme de la nuit, c'était comme si le monde autour d'elle avait cessé d'exister pendant un moment. En sortant de la voiture pour voir si elle pouvait redémarrer, elle a remarqué quelque chose qui lui a glacé le sang. À quelques mètres de la route, là où les lumières semblaient être, il y avait des empreintes étranges dans le sol poussiéreux, comme des traces de pas, mais qui ne ressemblaient à rien de connu. Elles étaient petites, presque trop fines, avec des formes que l'on ne pourrait attribuer à aucun animal. Elle a redémarré la voiture, qui cette fois-ci a obéi sans problème. Mais en rentrant chez elle, elle ne pouvait chasser de son esprit ces lumières et cette étrange sensation de perte de temps. Le lendemain, elle a remarqué des marques rouges sur sa peau, des marques qu'elle n'avait pas vues la veille. De fines lignes, comme des brûlures superficielles, le long de ses bras et de ses jambes. Elle a consulté un médecin qui n'a pas su expliquer l'origine de ces marques. Plus tard, elle a appris que d'autres personnes avaient rapporté des incidents similaires sur cette même route. Des histoires de lumière vive, de panne soudaine de voiture, et cette étrange perte de temps, comme si tout s'était arrêté un instant. Les autorités ont enquêté, mais n'ont jamais trouvé d'explication solide, si ce n'est la découverte de traces inhabituelles de radiation dans certaines zones proches de la route. Depuis ce soir-là, ma tante n'a plus jamais pris cette route seule, et elle évite même d'en parler. Elle n'a jamais été une adepte des histoires d'extraterrestres ou de phénomènes inexpliqués, mais ce qu'elle a vécu cette nuit-là reste gravé en elle. Elle est persuadée que quelque chose, ou quelqu'un, était là. Et quoi que ce soit, cela a laissé une marque qu'elle ne pourra jamais oublier. Je suis entièrement convaincu qu'il n'y a pas d'extraterrestres qui visitent la Terre et que tout cela est orchestré par le gouvernement. L'image du gris est en réalité un épouvantail conçu par les autorités pour cacher leurs véritables expériences et projets. Ce qu'il faut noter, c'est que les ovnis aperçus dans les années 1940 et 1950 ressemblaient clairement à des créations de cette époque. Ces engins avaient des designs rudimentaires, comme des disques métalliques ou des formes de cigares qui pourraient très bien avoir été fabriqués par des humains avec les technologies de l'époque. Mais regardez aujourd'hui, les ovnis que l'on voit semblent beaucoup plus modernes, plus élégants, presque futuristes. Pourquoi ces formes plus avancées n'étaient-elles pas aperçues dans les années 1950 ? La réponse est simple, c'est le gouvernement qui fabrique ces engins depuis le début, et leurs créations ont évolué avec le temps. Le style des ovnis que nous voyons aujourd'hui reflète simplement l'avancement technologique humain. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de technologie moderne dans les années 1950, mais les engins d'aujourd'hui ont progressé au même rythme que les autres technologies militaires et scientifiques. Le gouvernement a aussi fabriqué l'image de ces petits êtres gris, aux grandes têtes et aux yeux énormes, pour détourner l'attention du public. Ils ont créé cette histoire de toutes pièces, et ils l'ont renforcée en la diffusant massivement dans les médias et les films à succès. Pourquoi pensez-vous que les extraterrestres sont tellement présents dans les blockbusters et la culture populaire ? Parce que cela prépare les esprits à accepter une fausse explication, l'idée que ces rencontres sont dues à des êtres venus d'ailleurs, alors qu'en réalité, tout cela cache des expériences humaines secrètes. Les expériences de rencontre avec ces extraterrestres gris ne sont pas des interactions réelles avec des êtres venus de l'espace. Ce que les gens vivent, ce sont les capacités du gouvernement à implanter des idées et des images dans l'esprit des individus. Les extraterrestres servent de couverture pour dissimuler la réalité, des expériences de manipulation mentale et de technologie avancée. C'est pour cette raison que les gris sont toujours décrits de manière si similaire. Les gouvernements ont conditionné les esprits du public, de sorte que lorsqu'ils rencontrent ces engins secrets, ils pensent qu'ils ont vu des extraterrestres. En réalité, tout cela est une illusion soigneusement orchestrée. Il suffit de se demander, pourquoi, peu après la Seconde Guerre mondiale,
quand les États-Unis ont récupéré les plus brillants scientifiques allemands via l'opération Paperclip, avons-nous commencé à voir des ovnis dans le ciel? Ce n'est sûrement pas une coïncidence. Les scientifiques capturés par l'Amérique, combinés aux recherches top secrètes sur la technologie avancée, ont sans doute donné naissance à ces engins volants. Ce que les gens croient être des extraterrestres ne serait en réalité qu'une couverture pour des technologies humaines que nous ne sommes pas censés comprendre. Un point essentiel de cette théorie concerne Nikola Tesla. Tesla a prétendu avoir développé une théorie dynamique de la gravité, une théorie révolutionnaire qu'il s'apprêtait à révéler au monde. Mais juste avant de pouvoir partager cette découverte, Tesla est décédé. Peu de temps après sa mort, le département de la Défense a envoyé une lettre au FBI pour récupérer ces documents, car ils contenaient potentiellement des recherches d'une grande valeur pour la défense. Tout cela est vérifiable, et j'ai moi-même des copies de ces documents. Ce qui est particulièrement intriguant, c'est ce qui s'est passé 6 mois après la mort de Tesla, l'expérience de Philadelphie. Cette expérience, que le gouvernement américain nie catégoriquement, a été menée sur le navire USS Eldridge, qui, selon des récits, aurait disparu de l'océan Atlantique et serait réapparu au chantier naval de Norfolk, en Virginie. Certains témoignages évoquent des corps fusionnés dans la structure métallique du navire et d'étranges phénomènes autour de Norfolk. L'expérience de Philadelphie pourrait bien être liée aux recherches de Tesla sur la gravité et l'antigravité. L'idée était de rendre un navire invisible, mais cela pourrait avoir impliqué des technologies bien plus avancées, basées sur la manipulation des champs gravitationnels. Ce que le gouvernement testait, sans vraiment le comprendre, était peut-être la capacité à rediriger la gravité et à rendre un objet invisible en le faisant chuter dans une autre direction. C'est là que les choses prennent un tournant. Après cette expérience, le gouvernement a réalisé qu'il avait découvert une technologie d'une puissance inouïe, mais qu'il ne la comprenait pas encore totalement. C'est alors que tout a été verrouillé dans le secret le plus absolu, et que la désinformation a commencé. Quelques années plus tard, la base de l'Area 51 a été construite, et l'incident de Roswell a eu lieu. Vous pouvez voir comment tout cela s'enchaîne. L'affaire Roswell, que beaucoup croient être un crash d'OVNI, pourrait en réalité avoir été un autre accident lié à ces expérimentations sur l'antigravité ou la technologie dérivée de Tesla. Le lien avec Tesla est particulièrement intéressant, car ses recherches ont été éclipsées après sa mort. Si le gouvernement a effectivement mis la main sur ses travaux sur la gravité, ils auraient pu développer des technologies révolutionnaires, capables de manipuler les champs gravitationnels. Cette technologie pourrait être à l'origine de nombreuses apparitions d'ovnis et des phénomènes inexpliqués que l'on associe habituellement aux extraterrestres. Ainsi, au lieu de pointer du doigt des visiteurs venus de l'espace, il serait peut-être plus judicieux de se demander ce que le gouvernement cache réellement. Les extraterrestres sont une couverture idéale, car ils détournent l'attention des véritables projets. En créant ce mythe, ils ont créé un épouvantail parfait pour masquer des technologies et des expériences bien plus inquiétantes que ce que l'on pourrait imaginer. J'avais 17 ans et je venais de subir une appendicectomie la veille. Couché dans mon lit, tard dans la nuit, une lumière vive m'a réveillé. Incapable de bouger, j'ai vu 3 aliens classiques à grosse tête, à la peau grise et aux yeux noirs, m'entourer. Ils parlaient mais leur bouche ne bougeait pas. Tous sauf un parlaient une langue que je ne pouvais pas comprendre. Celui qui parlait anglais n'arrêtait pas de me dire de ne pas avoir peur ou de gronder les autres pour m'avoir effrayé. Si je me souviens bien, ils étaient là soit parce que quelque chose n'allait pas avec mon opération, soit parce qu'ils voulaient examiner la blessure. Dans un cas comme dans l'autre, j'ai regardé et senti l'un d'entre eux glisser 3 doigts super longs dans mon incision et s'enfoncer dans mon abdomen tout en discutant avec les autres. La douleur était insupportable et je me suis évanoui. Lorsque je me suis réveillé, ils étaient partis. J'étais très faible et je pouvais à peine bouger, sans parler de crier à l'aide, et je me suis de nouveau évanoui. Lorsque je me suis finalement réveillé, mon incision était toujours scellée et bandée, sans aucune trace d'intervention. Mon grand-père m'a raconté cette histoire plusieurs fois, et chaque fois, je pouvais voir dans ses yeux à quel point l'expérience l'avait marqué. C'était il y a des décennies, alors qu'il était en vacances au Brésil. Il se trouvait dans une région reculée, loin des lumières de la ville, dans un petit village entouré par la jungle dense. Une nuit, alors qu'il dormait dans sa voiture, il a été réveillé par une étrange lueur à l'extérieur.
des orbes lumineux flottaient et se déplaçaient silencieusement dans les airs. D'abord, il a pensé que c'était peut-être un phénomène naturel ou une hallucination due à la fatigue, mais ce qui s'est passé ensuite dépasse toute explication rationnelle. Les orbes ont commencé à se rapprocher de la voiture, illuminant l'intérieur d'une lumière douce mais intense. Puis, sans bruit, 3 silhouettes sont apparues juste devant le véhicule. C'étaient des êtres minces, avec de grandes têtes et de vastes yeux noirs exactement comme ce qu'on décrit aujourd'hui sous le terme de « gris ». Mon grand-père n'avait jamais entendu parler de ces créatures à l'époque, mais il savait instantanément que ce qu'il voyait n'était pas humain. Il y avait quelque chose dans leur présence qui le faisait se sentir à la fois effrayé et étrangement familier. Comme s'il les connaissait d'une manière ou d'une autre, ou qu'un lien profond existait entre eux. Les êtres ne parlaient pas. Pourtant, mon grand-père dit qu'il pouvait ressentir leurs pensées comme une sorte de communication télépathique. Ils ne semblaient pas menaçants, mais il se souvient qu'ils lui ont transmis une sensation de calme et d'apaisement. Ils l'ont alors plongé dans un profond sommeil. La dernière chose dont il se souvient, c'est la sensation étrange de se dissoudre dans le vide, comme si son esprit quittait son corps. Quand il s'est réveillé, les créatures et les orbes avaient disparu. Il était seul dans la voiture, mais une part de lui savait qu'il n'avait pas simplement rêvé. Au fil des années, mon grand-père n'a jamais pu oublier cet épisode. Ce qui l'a le plus troublé, c'est cette phrase énigmatique qu'il dit avoir entendue avant de perdre connaissance, « Nous sommes vous ». Ces mots ont résonné en lui pendant des années, sans qu'il puisse vraiment en comprendre le sens. Avec le temps, et en discutant avec d'autres personnes qui ont eu des expériences similaires, une théorie a commencé à se former. Beaucoup de ceux qui ont été en contact avec les gris rapportent des expériences télépathiques et cette même déclaration étrange, « Nous sommes vous ». Cela a ouvert la porte à une hypothèse fascinante mais troublante. Ces êtres ne sont pas simplement des extraterrestres venus de l'espace, mais une version future de l'humanité elle-même. Peut-être qu'après des millénaires d'évolution, ou après avoir modifié notre propre biologie avec la technologie, nous avons fini par ressembler à ces créatures. Nos descendants auraient évolué au point de perdre les traits distinctifs que nous associons à l'humanité, développant de grands crânes, une peau grisâtre, et un comportement plus froid et rationnel. Dans ce scénario, les gris seraient des humains du futur, revenant dans le passé pour nous observer, nous étudier, ou peut-être même nous guider. Certains chercheurs sur les phénomènes extraterrestres suggèrent que ces êtres voyagent à travers des dimensions ou dans le temps, non seulement pour nous comprendre, mais peut-être aussi pour corriger certains aspects de leur propre évolution. Ils auraient besoin d'interagir avec leurs ancêtres pour éviter une future catastrophe ou récupérer des éléments perdus dans leur propre ligne temporelle. Cela pourrait expliquer pourquoi ils apparaissent de temps en temps, agissant en observateurs silencieux, et pourquoi ils sont si intéressés par notre biologie et nos émotions. Ils pourraient chercher à retrouver quelque chose qu'ils ont perdu dans le processus d'évolution. Mais il existe une autre théorie, plus intrigante encore, les gris ne sont pas exactement nos descendants, mais des êtres créés artificiellement, des êtres fabriqués, conçus pour accomplir des missions spécifiques. Ils seraient des créatures conçues par des intelligences supérieures, peut-être même par nous, dans un futur lointain pour explorer, surveiller ou interagir avec différentes époques ou dimensions. C'est là que l'idée prend forme, si ces êtres sont des créatures artificielles, ils pourraient nous voir comme leurs ancêtres, non pas en tant qu'espèce biologique, mais en tant que modèle d'origine. Nous serions tous des versions différentes d'une même fabrique, des créations issues de la même technologie, mais modifiées pour remplir des rôles distincts. Ils nous verraient donc comme des prototypes d'eux-mêmes, des formes plus primitives d'une existence ingénieure. Cette idée est renforcée par le comportement des gris, leur apparence déshumanisée, leur communication télépathique et leur approche presque clinique de l'interaction avec les humains. Ils ne semblent pas avoir les mêmes émotions ou attachements que nous, ce qui pourrait indiquer qu'ils sont plus proches d'une forme de vie synthétique que biologique. En repensant à l'expérience de mon grand-père, il est évident qu'il n'a jamais vu ces êtres comme des étrangers venus d'une autre planète. Il a toujours ressenti une sorte de lien, une étrange familiarité avec eux. Cette phrase, « Nous sommes vous », pourrait bien signifier qu'ils sont le résultat de ce que nous, les humains, pourrions devenir ou ce que nous pourrions un jour créer. Qu'ils soient nos descendants ou des créations issues de nos propres mains, leur présence soulève des questions fascinantes sur l'avenir de l'humanité et notre place dans l'univers. S'ils viennent nous observer, c'est peut-être pour nous avertir des choix que nous ferons. Et s'ils sont réellement nos créations, cela pourrait signifier que nous avons déjà atteint un point où nous avons transcendé notre propre nature,
devenant nous-mêmes les créateurs de la prochaine forme d'intelligence dans l'univers. Quand j'étais enfant, entre 8 et 10 ans, j'avais souvent du mal à m'endormir. Je restais allongé dans mon lit pendant des heures, les yeux grands ouverts, incapable de plonger dans le sommeil. Une nuit, après avoir tourné et retourné sans succès, j'ai décidé d'allumer la lumière. Ma chambre, habituellement sombre et silencieuse, était soudain inondée de lumière. Depuis mon lit, je pouvais voir les escaliers qui montaient à ma chambre, situés juste à gauche, sans porte pour les cacher. Cependant, il y avait un angle, en haut des marches, qui demeurait hors de ma vue. C'est alors que, du coin de l'œil, j'ai aperçu quelque chose d'étrange. Une forme grise, comme un flou, qui semblait sortir lentement de ce coin caché. Au début, je n'y ai pas prêté grande attention, mais quelque chose m'a poussé à tourner la tête. En me concentrant davantage, je me suis rendu compte que ce n'était pas qu'une simple silhouette. C'était un visage. Un visage qui me regardait fixement depuis le coin, comme s'il observait, attendant que je le remarque. Il ressemblait vaguement à ces descriptions d'extraterrestres dont j'avais entendu parler. Ces petits êtres gris, avec leurs grands yeux noirs et leur visage étroit, mais quelque chose dans ce visage était bien plus perturbant. Il ne ressemblait pas à l'image classique des « petits gris » qu'on voit dans les documentaires ou les histoires de rencontres extraterrestres. Ce visage avait quelque chose de plus sombre, de plus malveillant. Il avait l'apparence d'un masque de samouraï, entièrement gris, avec 2 cornes qui sortaient de son front, comme un mélange étrange entre un démon et une créature extraterrestre. Ses yeux étaient noirs et vides, mais je pouvais sentir une sorte de menace émaner de lui, comme s'il était là pour me surveiller, pour me tester. Dès que nos regards se sont croisés, le visage a reculé brusquement, se réfugiant derrière l'angle du mur, disparaissant aussi vite qu'il était apparu. Je suis resté là, paralysé, mon cœur battant à tout rompre. Pendant quelques secondes, je me suis demandé si je n'avais pas rêvé, si ce n'était pas juste mon imagination fertile qui jouait des tours à mon esprit épuisé. Mais quelque chose en moi savait que ce n'était pas le cas. Ce n'était pas la dernière fois que je verrais ce visage. Au cours des semaines et des mois qui ont suivi, je l'ai revu à plusieurs reprises, toujours dans des endroits différents de ma chambre. Il se cachait derrière une chaise ou au coin de mon armoire. Parfois, il apparaissait à moitié derrière une étagère, ses cornes et ses yeux me fixant sans un mot, sans un son. Chaque fois que je posais les yeux sur lui, il disparaissait immédiatement, se fondant dans l'ombre, comme s'il n'avait jamais existé. Depuis mon enfance, j'ai vécu des enlèvements extraterrestres. Oui, c'est réel. Oui, les extraterrestres existent. Ce n'est pas notre rôle de convaincre qui que ce soit de leur existence. Chacun est libre de croire ce qui lui convient. Il est important de ne pas nier les expériences des autres simplement parce qu'elles ne correspondent pas à nos propres croyances. Je peux vous dire que j'ai été enlevé par des extraterrestres. Je les ai vus de mes propres yeux et je sais qu'ils existent. Ces expériences ne sont pas des rêves ni des hallucinations. En tant qu'adulte, je comprends maintenant que ce que j'ai vécu est réel, bien que cela puisse sembler incroyable à certains. À un moment, il y a quelques années, je me suis retrouvé dans une sorte de capsule expérimentale, avec un extraterrestre gris qui me regardait. Ils effectuaient une expérience sur moi, et même si je ne sais pas exactement en quoi elle consistait, je me souviens de tout avec une telle clarté que je suis certaine que ce n'était pas un simple rêve. Cela ressemblait à un souvenir gravé dans ma mémoire. Lors d'une autre expérience, au cours d'une projection astrale, je me suis retrouvé dans un vaste champ vert en pleine nuit, entouré d'autres personnes. L'une d'entre elles, un homme en chemise rouge et jean, m'a demandé si j'étais prête. À cet instant, un vaisseau spatial est apparu devant nous, comme s'il s'était matérialisé. Ensuite, un long bras métallique, bien que différent de tout ce que nous connaissons ici sur Terre, m'a attiré vers lui. J'ai été sondé, une expérience très désagréable, et chaque fois que j'essayais de retirer l'appareil, il le remettait en place. Jusqu'à ce que, finalement, je me réveille dans mon lit avec une douleur intense au bas du dos. J'ai souvent remarqué des marques et des griffures sur mon corps après ces expériences, des blessures que je ne pouvais pas expliquer. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de me réveiller avec des égratignures sur diverses parties de mon corps. Il est également important de noter que pendant notre sommeil, notre âme voyage dans des royaumes astraux.
Dans mes expériences personnelles, j'ai souvent été emmené ou observé des vaisseaux extraterrestres dans ces dimensions. Une expérience particulière me revient en tête, je dormais dans la chambre de ma mère et, dans mon expérience hors du corps, je me suis levé et j'ai commencé à marcher dans la maison. Tout semblait identique à la réalité, même l'obscurité. Cela m'a fait comprendre que ce n'était pas simplement un rêve. Alors que je me dirigeais vers la porte d'entrée, j'ai ressenti une présence derrière moi. Un extraterrestre gris m'a attrapé par le poignet. J'étais terrifié, mais soudain, un sentiment de protection et d'amour immense m'a envahi. Ce sentiment ne venait pas de l'extraterrestre, mais de quelque chose de plus grand et de plus pur. J'ai alors regardé l'extraterrestre dans les yeux et lui ai dit « Tu ne me contrôles pas. J'appartiens au tout. Je n'ai pas peur de toi. » Il a aussitôt lâché ma main et a disparu. Je me suis réveillé dans mon lit, les larmes aux yeux. Ces expériences sont nombreuses et profondément marquantes. Elles ne sont pas isolées et touchent bien plus de personnes qu'on ne le pense. Elles rappellent que, même si elles défient notre compréhension, il se passe des choses qui échappent à notre contrôle. En tant que journaliste, j'ai entendu des histoires étranges et parfois difficiles à croire, mais aucune n'est aussi déconcertante que celle de Linda Napolitano, également connue sous le nom de Linda Cortil. En 1991, cette femme ordinaire, vivant dans un appartement à Manhattan, a affirmé avoir vécu une expérience hors du commun, un enlèvement extraterrestre en plein cœur de New York. Mais ce qui rend cette histoire encore plus troublante, c'est que plusieurs témoins indépendants, y compris des agents de sécurité, ont affirmé avoir observé quelque chose d'extraordinaire cette nuit-là. Linda a raconté son histoire avec calme et précision lorsqu'elle a accepté de me rencontrer pour une interview. Elle avait l'air d'une femme parfaitement normale, pas du tout ce que l'on imaginerait d'une personne racontant un tel événement. Pourtant, derrière ses yeux, on pouvait percevoir une trace de terreur, le souvenir d'une nuit qui a bouleversé sa vie. D'après elle, tout a commencé vers 3 heures du matin. Une lumière inhabituelle a envahi sa chambre. C'était une lumière bleutée, qui semblait venir de nulle part, a-t-elle raconté. Je me suis réveillé en sursaut, mais quelque chose m'empêchait de bouger. J'étais totalement paralysé. C'est alors que Linda a aperçu 3 silhouettes dans sa chambre. Ils étaient grands, gris, avec des têtes disproportionnées et des yeux noirs sans pupilles. Je n'avais jamais vu une telle chose avant. Ils étaient juste là, me regardant. Linda explique que, peu de temps après l'apparition de ces êtres, elle a senti son corps flotter. Je me suis littéralement vu sortir de mon lit, traverser le mur de ma chambre, puis la fenêtre fermée, sans que le verre ne se brise. Je flottais dans les airs, suspendu au-dessus de la ville. C'est à ce moment-là qu'un immense vaisseau, en forme de disque, est apparu au-dessus de l'immeuble. J'étais totalement impuissante. Mon corps s'est élevé vers cette lumière, et avant que je ne comprenne ce qui se passait, j'étais à l'intérieur de ce vaisseau. Linda ne se souvient que de fragments de ce qui s'est passé ensuite, des lumières brillantes, des sensations étranges, et la présence constante des gris, ces créatures extraterrestres qui semblaient la surveiller sans jamais prononcer un mot. Ce qui pourrait facilement être relégué au rang de simple cauchemar est devenu une affaire plus sérieuse lorsque 2 agents de sécurité en patrouille cette nuit-là ont témoigné avoir vu une silhouette humaine flotter hors de l'immeuble de Linda, entourée d'une lumière brillante. Ils ont également affirmé avoir vu un engin au-dessus de l'immeuble avant qu'il ne disparaisse dans le ciel nocturne de New York. Ces témoignages indépendants ont donné une nouvelle dimension à l'histoire, attirant l'attention des ufologues du monde entier. L'affaire Linda Cortil a rapidement pris de l'ampleur, surtout après que l'enquêteur ufologue Hopkins, un spécialiste des cas d'enlèvement extraterrestres, se soit intéressé à son récit. Selon Hopkins, l'expérience de Linda correspondait à de nombreux autres cas d'enlèvement extraterrestres rapportés à travers le monde, particulièrement ceux impliquant des gris. Son histoire est devenue l'une des plus crédibles de son genre, non seulement en raison de sa propre narration, mais aussi à cause des témoins qui ont confirmé avoir vu quelque chose de totalement inexplicable. Au fil de mon enquête, j'ai parlé à plusieurs experts sceptiques qui affirment que l'affaire Linda Cortil pourrait être une forme d'hallucination hypnagogique, une expérience où le cerveau produit des images extrêmement réalistes entre l'état de veille et le sommeil. Cependant, ils peinent à expliquer les témoignages des agents de sécurité, qui n'avaient aucun lien avec Linda et n'avaient aucune raison d'inventer une telle histoire. La question reste donc ouverte,
que s'est-il réellement passé cette nuit de 1991 à Manhattan? Était-ce un enlèvement extraterrestre, une illusion collective, ou peut-être un phénomène encore inconnu de la science? Ce qui est sûr, c'est que l'histoire de Linda Napolitano a laissé une empreinte indélébile dans la communauté des chercheurs sur les ovnis et continue de faire parler d'elle des années après. Je n'ai jamais vraiment su comment raconter cette histoire sans paraître folle, et pourtant, tout est tellement clair dans ma tête, comme si c'était arrivé hier. J'avais environ 12 ans à l'époque, et c'était une nuit d'été ordinaire. Je m'étais couché comme d'habitude, fatigué après une longue journée. Rien ne laissait présager ce qui allait se passer. Je me souviens m'être réveillé en pleine nuit. J'étais étrangement calme, mais incapable de bouger. Mon corps entier était figé, comme paralysé. Je pouvais seulement bouger les yeux, et c'est là que je les ai vus. Au bout de mon lit, 3 silhouettes, petites et frêles, avec des têtes disproportionnées et de grands yeux noirs, me fixaient. C'étaient les gris, ceux dont on entend parler dans les histoires d'abductions extraterrestres. Je n'avais jamais cru à ces histoires avant ce moment précis. Je ne pouvais pas crier. Je ne pouvais rien faire. La peur m'envahissait, mais mon corps refusait de répondre. J'ai senti une sorte de flottement, comme si je quittais mon lit sans que mes pieds touchent le sol. Puis, tout s'est passé très vite. Une lumière brillante, un couloir qui défilait autour de moi, et soudain, j'étais dans une salle qui ressemblait à une sorte de pièce d'opération. Les murs étaient métalliques, froids, et tout semblait baigner dans une lumière blanche intense, presque aveuglante. Je n'étais pas seul dans cette salle. Ils étaient là, autour de moi. Les mêmes êtres gris que j'avais vus dans ma chambre. Ils bougeaient lentement, presque mécaniquement, mais je pouvais sentir une sorte de froideur dans leur comportement. Comme s'ils n'étaient pas vraiment vivants de la même manière que nous le sommes. Ils ne parlaient pas, mais je pouvais sentir leurs intentions, presque comme si des pensées me traversaient l'esprit, mais ce n'étaient pas les miennes. Je me suis retrouvé allongé sur une table métallique, incapable de bouger, et j'ai senti quelque chose d'étrange. C'était comme si on me touchait sans que je puisse le sentir directement, comme si mon corps était dissocié de ce qui se passait. Il faisait quelque chose à ma peau, je ne savais pas quoi, mais je pouvais voir leurs longs doigts fins s'activer au-dessus de moi, et puis plus rien. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, mais tout est devenu flou. Un vide. Quand je me suis réveillé, j'étais de retour dans mon lit, comme si rien ne s'était passé. Mais la première chose que j'ai remarquée, c'était les marques. De petites traces, presque invisibles, sur mes bras et mes jambes, comme des cicatrices fines et récentes. J'ai touché ces marques avec mes doigts, et une douleur sourde s'est réveillée. En grattant légèrement, je sentais quelque chose sous ma peau. Au début, je pensais que c'était une croûte ou une éraflure, mais non. C'était autre chose. Quelque chose de dur, presque comme du verre. Paniqué, j'ai continué à gratter, et finalement, j'ai réussi à en extraire un minuscule morceau, translucide, presque invisible à l'œil nu. Ça ressemblait à une sorte de petit fragment, mais je ne savais pas ce que c'était. Ce n'était pas naturel, ça c'était sûr. J'ai essayé de parler de tout ça à ma mère. Je lui ai montré les marques, je lui ai parlé de ce que j'avais vécu cette nuit-là. Mais elle ne m'a jamais cru. Elle m'a dit que c'était un cauchemar, que je me blessais sûrement en dormant, et que je me faisais des idées. Je lui ai montré le morceau que j'avais retiré de ma peau, mais elle ne voulait rien savoir. Jamais elle ne m'a emmené à l'hôpital. Pour elle, tout ça n'était qu'un délire de gamine. Mais moi, je savais. Je savais que ce n'était pas un rêve. Ces marques, ces fragments, tout était réel. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est que je ne sais toujours pas ce que ces morceaux étaient vraiment. Des années plus tard, je me demande encore, pourquoi étaient-ils là, sous ma peau? Qu'est-ce qu'ils faisaient ces êtres, et pourquoi moi? Même maintenant, quand je repense à cette nuit, je sens encore la froideur de cette salle d'opération, la paralysie, et ces yeux noirs qui me fixaient, me faisant sentir vulnérable, presque comme un cobaye. Je n'ai jamais eu de réponse, et peut-être que je n'en aurai jamais. Mais je sais une chose, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, était bien réel, et rien de ce qu'on pourrait me dire ne pourra me convaincre du contraire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo,
de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.